12 ans de navigation en Méditerranée, 6 mois par an, au moins. Philippe Environ. l'a fait. Je suis sûre que vous en rêvez tous. Il va nous expliquer comment il a fait ça. Philippe, Oui, comment as-tu réalisé cet exploit merveilleux dont nous rêvons tous, peut-être pas tous, mais quand même, mettre un eh bateau en bien, c'est Méditerranée. encore un rêve pour moi, à vrai dire. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais ça s'est fait tout naturellement. Tout naturellement. Oui, Les oui. gens applaudissent. Les gens Oui. applaudissent derrière. Eh bien, c'était fait, c'est vrai, progressivement, après Un jour, des, tu as a- pris une décision. des années de navigation restreinte à quelques semaines par an. Et, euh, un grand manque s'est comblé à partir de, il y a 12 ans, effectivement. Donc, il y a 12 ans, tu prends une décision, tu achètes un bateau Oui, oui. et tu te dis quel était le programme pour ce bateau. Qu'est-ce que tu Voilà, as à beaucoup décidé? réfléchi, on a vu plusieurs bateaux, des bateaux plus rapides, des bateaux plus légers, et des bateaux plus lourds aussi, mais ce qui nous intéressait, c'était un bateau qui soit sûr dans des mers un peu fortes et puis qui ait une grande autonomie surtout. Autonomie en eau, en gasoil, en électricité, et donc qui nous permettent de faire des grandes tirées ou simplement d'éviter d'être dans les ports tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, ce que tu m'as dit, c'est que un bateau a retenu ton attention et que tu l'as loué pour l'essayer. Oui, en fait, j'ai fait partie d'un club de voile, bien sûr. J'ai fait mon monitorat et j'étais dans un club de voile, ce qui a permis d'essayer quand même pas mal de bateaux. Et puis j'ai beaucoup loué. Et celui-là, effectivement, m'avait retenu notre attention par ses qualités marines dans des mers par force 6-7. Alors, on va peut-être Il tenait très préciser bien. le type de bateau sur Oui, lequel nous nous trouvons. évidemment. Évidemment, donc il s'agit d'un Océanis 411 Célébration, qui est une version un petit peu musclée du 411, qui a été une grande série chez Beneteau. Donc, il fait 11,50 m et 3 cabines de couchettes, bien sûr, et un grand carré aussi. Une cuisine à l'américaine, ce qui pour moi est une vraie aberration en Et traversée. une cuisine américaine qui est très pratique quand on fait la cuisine à plusieurs. En réalité, on a passé notre temps à manger, à se baigner. On est en Croatie. I won't film C'était un you, film you can avec, trust me. Comment? My left foot. C'était un film. So you don't want to trust me? I won't film you, only the Dingat, which is a very fine wine. Thank you, Margaret. Welcome. It's Plavak Mali from the island of Hvar. That's not how it's pronounced. Kvar. Ah, Kvar. da. Kvar. J'arrive pas à retenir le nom des endroits où nous allons parce que je ne parle pas croate, ça reste pas là. C'est Rovinj, Ravinj, Et ici, nous sommes à Rovigne. Rovigne. Ah, Rovigne. voilà. C'est Ça très va joli. venir. Ça va venir, ça va venir. Comme presque tous les mouillages où nous nous sommes arrêtés en Croatie. Avant de parler de la balade qu'on a faite et qui n'est qu'un petit bout de ce que tu fais chaque année, je voulais savoir, quand on choisit un voilier comme ça pour naviguer en Méditerranée, est-ce qu'il y a des équipements spécifiques, alors en dehors du matériel de sécurité qu'on devrait tous avoir à bord de nos bateaux, mais est-ce qu'il y a des équipements spécifiques à la navigation en Méditerranée? Parce que je sais que tu as navigué aussi en Manche, en Atlantique, donc tu fais bien la différence entre les deux bassins de navigation. Un petit peu, oui. Et en Méditerranée, il est important de se protéger, en tout cas l'été, bien sûr, se protéger du soleil. Donc, bon, il faut Donc du coup, nous avons ce qu'on appelle un bimini, avons qui est bimini. au-dessus du cockpit. Et puis, on l'a même prolongé par une extension qu'on a mise sous le... un bikini, tu m'as dit. Oui, on a appelé ça un bikini. C'est Voilà. une appellation purement locale à nous, et qui est effectivement une extension qui permet d'être aussi à l'abri. Le barreur peut ne pas brûler tout l'été, par exemple. Oui, et en même temps, le barreur, qui est le barreur sur ce bateau? Ah, c'est souvent Raymond Barre. Raymond Barre, Raymond ouais. Barre, c'est le pilote automatique, bien sûr. Alors, donc, instrument indispensable, lequel est dans Oui. toutes les mers du monde, parce que Oui. finalement, on barre assez peu. Donc, on se protège du soleil. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? On est en Eh bien, Méditerranée. puisqu'on parle de soleil, l'autonomie en électricité est procurée bien sûr par
bonne surface de panneaux solaires. Hein. Bon, et ceux-là fournissent 500 watts. D'autant qu'on a un gros consommateur à bord, compte tenu de la température. Oui, oui, alors ça nous permet d'être autonome en électricité pour alimenter le frigo, bien sûr, qui permet de garder un petit peu la nourriture. Là aussi, c'est une question d'autonomie. On n'a pas besoin de faire les courses tous les jours. D'ailleurs, du coup, il faut de l'eau, il faut du gasoil. C'est facile de s'approvisionner en Méditerranée? Oui, tout dépend des endroits. On a des spectateurs. On a des Je me spectateurs. demande si quelqu'un ne se moquerait pas de nous quelque part. Mais On va faire comme si nous n'avait pas vu. Donc nous parlions de l'autonomie en eau, en gasoil. Est-ce que c'est difficile, oui, de faire un plein? On trouve facilement des ports, des robinets. difficile en soi. En Croatie, c'est pas difficile de trouver de l'eau. Mais ça nous astreint à être dans une marina. Les marinas sont, comme on le sait, assez chères en Croatie. Et qui plus est, c'est surtout, en Grèce, oui, c'est nécessaire, oui, parce qu'on ne trouve pas de l'eau partout. Il y a des ports, certes, mais qui ne sont pas forcément branchés en eau et en électricité, pour différentes raisons. Donc là, il y a vraiment besoin en Grèce, oui, d'une grande autonomie. En Croatie, ça évite d'être dans une marina tous les 2 ou 3 jours à devoir se faire approvisionner, oui, bien sûr. J'étais à Corfou il y a un mois et on avait croisé un skipper qui s'était équipé d'un désalinisateur. Il était content, il pouvait prendre des grandes douches tous les jours. Est-ce que toi, tu t'avais envisagé cet équipement-là? J'y ai pensé. Compte tenu de la taille de mon bateau et de notre programme quand même, hein, puisqu'on ne fait pas des transatlantiques tous les 2 jours, compte tenu du programme et du bateau, j'ai pas installé de désalinisateur qui est, il faut le savoir, quand même un gros consommateur à la fois en énergie, hein, donc là on serait peut-être plus assez autonome, en tout cas en électricité, et qui prend beaucoup de place à l'intérieur du bateau. Il faut savoir qu'un désalinisateur doit fonctionner au moins 2 à 3 heures par jour pour ne pas se colmater, comme on dit, et donc rien que pour entretenir le désalinisateur, il faut qu'il fonctionne souvent, ce qui consomme beaucoup. D'électricité? D'électricité, bien sûr, oui. D'accord. Donc c'était un choix. De toute façon, il y a quand même une bonne autonomie d'eau. C'est pas loin des 600 litres, voire. Oui, on a 550 litres qui on n'a pas réussi à tout vider. Nous sommes 3 à bord en prenant des douches, 2 douches par jour chacun. Ça assure une bonne autonomie. À 4, on tient 2 semaines, oui, à peu près. Oui. Donc on est assez tranquille. En gasoil, tu as combien? En gasoil, il y a 170 litres. Le moteur consomme 2 litres à l'heure. Je vous laisse faire le calcul. D'accord, d'accord. Et alors, il y a encore d'autres équipements sur lesquels on peut faire l'impasse quand on navigue en Bretagne, dans les îles britanniques. Ce sont des équipements liés au type d'amarrage dans les ports ou dans les mouillages. Donc il nous faut... tu m'as fait une belle démonstration de mouillage bermudien. Je me suis littéralement jetée à l'eau. C'est vrai, avec vigueur et courage, et une haussière. Et une haussière. Et oui, il consiste effectivement à mouiller l'ancre avec une bonne longueur de chaîne et puis reculer au rivage et s'amarrer par l'arrière à un arbre ou à un rocher. C'est une technique qui permet de s'amarrer soit lorsqu'il y a beaucoup de bateaux au mouillage. Évidemment, le bateau ne tourne pas, on dit qu'il n'évite pas, donc on peut en mettre davantage. L'été, ça peut être utile dans certains mouillages un peu chargés. Et puis, ça permet aussi de mouiller dans des endroits où les fonds descendent rapidement. Le bateau n'a pas à tourner et donc il va rester ancré. Ce qui ne serait pas possible. Imaginez vous accrocher dans une pente en montagne, vous tirez vers le haut, ça tient bien, vous tirez vers la pente, et bien ça décroche bien sûr. En parlant de l'amarrage, donc bermudien, il faut des haussières, tu m'as dit qu'elles devaient mesurer au moins 50 mètres de long. Oui, c'est une bonne longueur. Certains utilisent aussi une sangle sur un enrouleur qui permet d'avoir là une très très grande longueur. Ça reste une option que je n'ai pas encore prise mais qu'on pourrait prendre aussi. On peut prévoir de la chaîne aussi un petit peu si on veut s'amarrer à des rochers, si on veut un petit peu oui, tout à fait, on peut perfectionner bien sûr en mettant des petits bouts de chaîne pour s'amarrer sur des rochers. Alors, autrement, il y a un autre type d'amarrage qui peut surprendre une Bretonne, mais qui est très typique de la Méditerranée. Alors, tu m'as bien expliqué que c'était lié à l'absence de marée. On pouvait mettre beaucoup plus de bateaux dans les ports en enlevant les catouets.
ce que je trouve très inconfortable. Et du coup, on s'amarre avec des pendilles à l'avant et dans une superbe marche arrière. Oui, oui, c'est l'amarrage glisse principal en entre deux Méditerranée, bateaux. oui, c'est celui-là. On s'amarre par l'arrière au quai, effectivement, et l'avant avec ce qu'on appelle une pendille, c'est-à-dire en fait une grande amarre qui est déjà dans l'eau et que quelqu'un vous tend en général quand on arrive au ponton. Donc la technique, c'est de reculer au ponton. On lance les haussières à la personne qui est sur le ponton qui, pendant ce temps-là, vous donne la pendille, cette fameuse pendille en Méditerranée. On ne dit pas pendille, d'ailleurs on dit pandille avec l'accent marseillais, Ouais, je prends beaucoup de langue en ce moment. qui va bien, et qu'un équipier ou une équipière va amarrer à l'avant, ce qui fait qu'on est tenu à l'avant, à l'arrière. Ça, c'est typiquement méditerranéen, à cause effectivement du peu de marée qu'il y a en Méditerranée, qui permet d'avoir toujours un peu la même longueur, quelle que soit la hauteur d'eau. Enfin, la hauteur d'eau va varier peut-être de 50 cm. Mais comment on fait pour descendre du bateau? Parce que des fois, on est quand même un peu loin du ponton derrière. Et donc, c'est là que, génialement, tu as fabriqué. Oh, n'exagérons rien quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, on a fabriqué une passerelle pour descendre nous-mêmes, à base simplement d'une échelle en aluminium et d'une planche en contreplaqué marine. Oui, c'est quelque chose qui permet de diminuer le prix de 90% par rapport au prix du marché. Bon, bien sûr, elle est peut-être moins esthétique, mais elle est légère, elle va très bien. Donc, comme j'ai essayé de le prononcer tout à l'heure, nous sommes en Croatie. Demain, nous partons pour Venise. Et pourquoi partons-nous pour Venise? Nous avons embarqué à Split avec une autre charmante équipière qui est en train de filmer, qui n'a pas voulu apparaître sur les vidéos. Mais vous inquiétez pas, vous allez la voir. Peut-être vous l'avez déjà vue dans le montage. Margaret. Donc nous remontons de Split vers Venise parce que... Tout simplement, le bateau est basé à Venise, dans une très très jolie marina qui se trouve sur l'île de la Certosa, qui est en face de l'arsenal de Venise, qui est juste en face l'île principale. Et donc ton bateau est stationné là pour toute la période d'hiver. Tu hivernes ton bateau. Voilà, le bateau hiverne à cet endroit-là, ce qui permet aussi, lorsqu'on a envie d'y aller une semaine pendant l'hiver, au printemps, notamment parmi les spectateurs du carnaval de Venise. Alors, on y va en février, d'ailleurs, on a même ajouté un chauffage dans le bateau, ce qui paraît en Méditerranée un petit peu étonnant, mais il faut savoir que Venise se situe à la latitude de Lyon et qu'il fait le même froid lorsqu'on est en hiver. Est-ce que tu as eu du mal à trouver une place de port déjà, tu avais l'idée tout de suite que tu te mettrais à Venise? Non, non, du tout. On avait l'idée de poser le bateau un an à Venise. Effectivement, c'était la première étape qui est assez mythique. Mais le poser aussi un autre hiver en Croatie, pourquoi pas, en Grèce, bien sûr, voire en Turquie, voire plus loin. Et puis finalement, on est resté à Venise, qui est une bonne base de départ, même si ça semble un petit peu en dehors des grands trajets méditerranéens, mais bon, on rejoint Corfou en 3 jours si on le souhaite. Oui. D'accord. Le plus sud où tu sois allé, c'est où en Méditerranée? Depuis Venise? Le plus loin, c'est cette année en fait. On était jusque dans les îles du Dodécanèse, à quelques milles de la Turquie, oui. T'as jamais laissé ton bateau hiverner en Grèce, par exemple? Si. Ouais, si. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. En fait, je sors le bateau, je le mets à terre pour différentes raisons techniques, notamment pour assécher notamment la quille, car on sait que finalement la quille reprend toujours un petit peu d'eau. Et ça, le laisser tout un hiver permet de bien traiter la quille. Et j'avais laissé à Preveza. Preveza, si
Vous le savez, c'est à hauteur des îles Ioniennes sur la côte grecque. Oui. Alors Oui, ça s'est j'ai très bien entendu passé. parler déjà de Preveza, ça a l'air d'être un port dont les plaisanciers francophones se partagent le nom assez facilement. Oui, oui. Oh, Mais est-ce qu'il y a des oui. précautions? Tu n'as pas peur des vols pendant que tu n'es pas à bord de ton bateau? Est-ce que tu démontes de l'électronique? Comment tu peux faire confiance quand tu laisses ton bateau à l'étranger comme ça? Bien, sur l'île de la Certosa, c'est pas du tout un souci. D'abord parce que c'est une île, c'est vidéo surveillé. J'ai complètement confiance dans le personnel de surveillance. Et en Grèce, après Véza, alors ce sont des professionnels de la mise à terre. Quand on survole, quand on repart en avion de là, on voit qu'il y a 3 marinas à terre qui sont gigantesques et ils ont vraiment le métier. Et ils ont aussi une surveillance très très forte et c'est professionnel. Ils mettent le bateau dans le bon sens par rapport au vent dominant et ils sont très très bien amarrés, enfin si on peut dire, ils sont très bien posés à terre sur des berres et non, pas du tout de souci. Alors dernière question, parce que moi là cette année j'aurais navigué 2 fois 2 semaines pendant l'été en Méditerranée. Il a fait beau tout du long, c'était merveilleux. Et est-ce qu'il y a vraiment du mauvais temps en Méditerranée? Oui, oui. Alors, effectivement, on a la vision de la carte postale avec le soleil et c'est vrai que si on goûte que ces moments-là, bah, c'est assez sympa, exaltant. Parfois, on a besoin un petit peu de vent, il faut bien l'avouer, au mois d'août. Mais oui, oui, on peut avoir des coups de vent assez forts, en particulier au printemps, quand on navigue vers Pâques. Ou même au mois de mai, au mois de juin, on a encore des coups de vent qui peuvent être forts. Il faut bien surveiller la météo qui peut changer très très vite. C'est une caractéristique de la Méditerranée. On a un grand ciel bleu et quelques heures après, on peut être surpris si on ne surveille pas les différents sites météo qui maintenant nous avertissent quand même bien. Qui sont fiables en fait. Qui sont fiables. Au moins on a une indication qu'il va se passer quelque chose de fort et on peut se préparer avec évidemment toutes les consignes de sécurité bien choisir ses mouillages, et les règles de ses points sécurité, repli. choisir les mouillages. Le gros avantage, en tout cas des pays où il y a beaucoup d'îles, c'est qu'on trouve toujours un côté d'une île sous le vent et où s'abriter. Et les orages, c'est quand même un sujet aussi, il me semble-t-il, en fin d'été, notamment en Méditerranée. Oui. On a choisi de partir demain parce qu'après-demain, on nous annonce des orages assez conséquents. Est-ce que tu en as déjà rencontré? Est-ce que c'est si impressionnant? C'est très impressionnant, tous les plaisanciers qui habitent, ou en tout cas qui reviennent sur la Côte d'Azur en France après une traversée sur les Baléares ou sur la Corse connaissent des orages assez effrayants lorsqu'ils font la traversée fin août, ça nous est tous arrivé. Et l'Adriatique n'échappe pas à ces phénomènes. Lorsque l'eau est très très chaude, on a des eaux à 27, 28, parfois plus degrés. Et évidemment, ça fait des grosses différences de température compte tenu du relief qui est assez montagneux autour. Ça peut faire effectivement des chocs thermiques forts et lorsqu'une dépression se forme, elle peut être très très creuse d'un coup et faire effectivement le premier front des orages impressionnants. Oui, j'ai l'année dernière rencontré à un moment 3 trombes marines qui arrivaient et effectivement on s'est dépêché d'aller se mettre à l'abri dans une baie que je connais bien. Oui. Donc voilà, même si c'est un bassin qui paraît assez facile en termes de navigation, mais naviguer quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est jamais très compliqué. Quand même bien se former à la météo, technique de mouillage, bien équiper, bien préparer son bateau. Il faut être sur ses gardes. Pour être prêt à faire face quand même à ce genre d'éventualité. Je sais, ça paraît incroyable quand on voit le temps qu'il fait aujourd'hui. Oui. Ah. Et du coup, nous, on va aller profiter de ce beau temps et on va aller visiter la ville de Rovigne. Rovigne. Je vais y arriver. On va manger une glace, peut-être prendre un petit apéro en fin de journée. Allez savoir. Prendre quelques vues pour les mettre dans la vidéo. Et puis Philippe, merci de C'est un plaisir. Partager ton expérience avec les lecteurs du blog Les Tutos de la Croisière. Et s'ils ont des questions, je ferai un plaisir d'y répondre. Et donc, mettez vos questions Bien sous les sûr. commentaires. Un petit pouce si vous avez apprécié. Abonnez-vous et à très bientôt. On se retrouve en Bretagne dans quelques jours.